Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Euh, on vous avait dit que lors de la dernière session, que l'on en referait une à partir du moment où il y aurait des raisons d'en faire. J'ai cru comprendre en écoutant la télévision hier soir et en écoutant le président Poutine qu'on avait réellement une raison de faire une session aujourd'hui. On est tous inquiets, bien évidemment, par ce qui se passe. On ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants. Et raison pour laquelle on a demandé à Arnaud Dubien et Igor Delanoë de nous aider et de nous éclairer sur ce qui se passe et ce qui peut se passer dans le futur, sachant que la première réaction que nous attendions sont des sanctions et des sanctions qui commencent à tomber. Arnaud vous les donnera, mais on a déjà des sanctions anglaises qui sont tombées. On a cru comprendre ce qui viendrait des États-Unis et on attend les sanctions européennes qui ne sont pas encore annoncées pour l'instant. Donc, Arnaud, j'ai une première question pour toi et qui est comment en est-on arrivé là? Merci, Président. Nous nous étions quittés le 9 février sur une note d'optimisme, un optimisme raisonnable. Je rappelle qu'on était à l'époque dans la foulée de la visite du président Macron à Moscou. On évoquait une désescalade, on œuvrait à une reprise du processus de Minsk. Par ailleurs, le chancelier allemand Scholz était attendu pour le 15 février à Moscou. On était à l'époque, et je le maintiens, dans un scénario d'une montée de tension contrôlée dans le cadre de négociations à deux niveaux. Premièrement, sur le Donbass, avec l'Allemagne, la France, et un autre niveau sur les questions de sécurité européenne et les questions stratégiques avec les États-Unis et un peu plus marginalement avec l'OTAN. Alors aujourd'hui, la situation est évidemment très différente et à l'optimisme raisonnable a succédé, chez moi en tout cas, un pessimisme raisonnable. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Pour répondre à la question du président Kidé, et à quoi doit-on s'attendre? Je distinguerai deux tournants, deux étapes depuis notre dernier rendez-vous du 9 février. La première, c'est le 10 février, la réunion en format Normandie des conseillers politiques qui était présentée à raison comme une étape décisive dans la reprise du processus politique et qui s'est soldée par un échec retentissant au terme de 9 heures de discussion. L'objectif, il était de clarifier les interprétations des uns et des autres sur l'interprétation des uns et des autres à propos des accords de Minsk. Et la photo, l'une des photos qui a été publiée au terme de ces discussions, la photo de Dmitri Kozak, représentant de la Russie, montrait très clairement que c'était un échec. Je pense que le premier tournant se produit à ce moment-là, car les accords de Minsk qui auraient dû être l'un des piliers du compromis, l'un des volets de la sortie politique de cette crise, eh bien cette option s'est refermée, à mon avis, très rapidement, quelques jours seulement après la visite du président Macron à Moscou. Il y a eu ensuite donc la visite du chancelier allemand, l'annonce de la non-invasion de l'Ukraine par la Russie le 16 février. Et tout ça a pu donner l'impression d'une baisse de tension, d'une forme de détente. C'était une illusion. À partir de ce moment-là, en réalité, à mon avis, on était sur un autre scénario privilégié par la Russie. La deuxième date, à mon avis, deuxième tournant, c'est le vendredi 18, vendredi dernier, avec une série d'événements que j'ai personnellement beaucoup de mal à considérer comme spontanés qui se déroulent dans le Donbass, des échanges de tirs, l'alarme qui est déclenchée dans le centre de Donetsk, annonce d'évacuation de la part des dirigeants séparatistes. Et si je dis que j'ai du mal à le considérer comme étant totalement spontané, c'est parce qu'on a appris un peu plus tard
que ces allocutions avaient été préenregistrées 2 jours plus tôt. À ce moment-là, on entre dans une autre crise, dans un autre sillon de crise en tout cas, avec des thèmes nouveaux qui apparaissent, le thème d'une crise humanitaire, le thème de la protection des concitoyens par la Russie. Et je rappelle que plus de 700 000 habitants du Donbass sont aujourd'hui détenteurs de passeports russes. Il y a eu un troisième temps ce week-end avec une diplomatie téléphonique assez active, notamment de la part du président Macron, qui a parlé une première fois avec son homologue russe, Vladimir Poutine, ensuite avec le président ukrainien Zelensky. Il a eu, semble-t-il, ensuite une concertation avec divers alliés occidentaux, y compris le président américain, puis un deuxième entretien plus court, tard dans la nuit de dimanche à lundi avec Vladimir Poutine. Il y a eu la publication d'un communiqué de l'Élysée qui annonçait un accord de principe pour un sommet russo-américain, avec l'inclusion dans un deuxième temps d'autres acteurs intéressés à ce processus politique. Donc lundi matin, plutôt une note d'optimisme qui a été douchée très rapidement par le porte-parole du président russe Dmitry Peskov, qui dès le milieu de matinée déclarait plutôt que ces annonces étaient prématurées et en réalité la Russie restait sur le scénario du vendredi, c'est-à-dire une forme sur un scénario qui n'était pas celui d'un apaisement et celui d'une discussion des accords de Minsk. Cette page, à mon avis, elle était tournée dès le 10 au soir. L'autre scénario, donc vous le savez tous, c'est celui de la reconnaissance des républiques indépendantistes de Lugansk et de Donetsk. Elle s'est produite en 2 temps hier. Il y a eu d'abord une session du Conseil de sécurité nationale dans un format assez étonnant, un format filmé, un format public, même si ce n'était pas en direct, hein, c'était enregistré et diffusé. Il y a eu quelques coupes, avec une mise en scène étonnante à tous égards, un président très loin des membres du Conseil de sécurité, qui n'avait pas de table, qui s'exprimait tour à tour sur cette question. C'est surprenant à mains égards aussi parce que certains manifestement étaient dans la confidence, d'autres pourtant, dont on pensait pourtant qu'ils étaient bien informés et dont c'est le métier d'être bien informé, comme M. Narishkin, le directeur du service de renseignement extérieur, manifestement ne savait pas ce que le président attendait de lui. Il y a eu aussi des prises de position surprenantes, eu égard en tout cas à nos idées, ou à nos idées peut-être préconçues d'ailleurs, à propos des uns et des autres. On a vu un Dmitry Medvedev qui, alors il y a certes longtemps, incarnait une aile modérée et libérale, tenir des propos extrêmement durs, être extrêmement sûr de lui, se présentant comme un ancien chef d'État ayant eu l'expérience de ce type de décision en 2008. Et il y a eu d'autres prises de position, comme celle de M. Patrouchev, réputé pour être le plus dur d'entre tous, et qui, lui, à l'inverse, avait suggéré la possibilité de donner une dernière chance aux États-Unis, 2-3 jours de négociations supplémentaires. Donc tout est surprenant dans ce qui s'est passé hier lors de cette session du Conseil de sécurité nationale. L'impression qui en ressort, c'est quand même celle, entre autres, d'une décision déjà prise par le président à ce moment-là. Aussi, peut-être, et c'est une interprétation très personnelle, pour le président, l'intention de montrer l'unité de la direction russe et peut-être aussi, passez-moi l'expression, de mouiller tout le monde dans cette décision qui n'est pas une décision simple. Et on a vu des visages assez inquiets parmi les membres du Conseil de sécurité. Le deuxième temps de ce processus, c'est l'allocution vespérale du président Poutine, elle aussi étonnante par sa forme, par sa longueur, par l'équilibre du propos, par les sujets qui sont abordés, un très grand dégagement historique qui constitue, je dirais, l'exposé oral dans une large mesure de son article de l'été dernier sur les Russes, les Ukrainiens, l'unité entre ces deux peuples. On a vu aussi beaucoup d'émotions vives, négatives, parfois violentes,
sur certains sujets tels que, par exemple, la décommunisation. On a eu aussi ou par exemple aussi l'évocation de la tragédie d'Odessa en 2014, où le président Poutine a annoncé ni plus ni moins que l'élimination physique à venir des personnes impliquées dans cette tragédie d'Odessa. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires, une impression lourde, il faut le dire, avec finalement une annonce de reconnaissance qui était attendue et qui occupe 2 ou 3 minutes de l'intervention présidentielle. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui à mon avis est potentiellement très dangereux et notoirement sous-estimé à ce stade, en tout cas dans l'analyse occidentale, c'est celui qui concerne les possibles capacités balistiques de l'Ukraine. Ce point a été évoqué par le ministre de la Défense Shoigu lors du Conseil de sécurité, par le président Poutine à plusieurs reprises. Apparemment, la direction russe a pris très au sérieux les déclarations du président Zelensky sur une possible reconstitution d'un potentiel balistique, voire nucléaire militaire. Donc attention, c'est quelque chose qu'il faut suivre, à mon avis, de très près. Avant de passer la parole à Igor Delanoë, quelques premières conclusions sur ce qui s'est passé hier. D'abord, je voudrais vous dire que je trouve le choix qui a été fait par Poutine comme étonnant parce que je ne vois pas très bien le gain stratégique que ça représente pour la Russie. Je vois en revanche plutôt bien ce que la Russie a à perdre en reconnaissant les républiques de Donetsk et de Lugansk. Pourquoi cette décision ? Principalement, semble-t-il, en raison d'une exaspération totale de Vladimir Poutine et de la direction russe face, d'une part, à ce qu'ils perçoivent comme des manœuvres dilatoires de l'Ukraine sur le processus de Minsk, qui est par ailleurs une forme d'impuissance ou d'inaction des Européens, de la France et de l'Allemagne en particulier, sur ce dossier-là. Peut-être aussi la volonté de ne pas perdre la face ou donner l'impression que la Russie, finalement, ne fait rien, est passive dans cette affaire. Alors, en ce qui concerne les conséquences des accords eux-mêmes, il y a eu reconnaissance de l'indépendance de Lugansk et Donetsk, la signature dans la foulée d'accords d'assistance, y compris militaires. Donc, les conséquences, c'est entre autres la sanctuarisation militaire par la Russie des deux entités indépendantistes et aujourd'hui reconnues par la Russie. L'autre conséquence, évidemment, les volets de sanctions qui vont tomber. Certaines sont tombées, britanniques. Les Européens, ce sera ce soir. Il est possible, il est même probable qu'elles soient assez limitées dans un premier temps. En tout cas, si les choses en restent là dans le Donbass, il est possible que le périmètre des sanctions soit assez limité. Et je terminerai là-dessus, autres interrogations, elles sont encore nombreuses en réalité. Les interrogations, elles portent évidemment sur la suite des événements. Est-ce que, après la reconnaissance d'hier, les sanctions d'aujourd'hui et de demain, les gens se reparlent? Quand je dis les gens, c'est Poutine, Biden pour l'essentiel. Je ne suis pas certain que le président français ait très envie de reprendre son téléphone pour appeler le Kremlin, mais est-ce qu'on se remet à table ou pas? Ou si on se remet à table, est-ce que c'est tout de suite, ou est-ce que c'est dans 15 jours, ou dans 3 mois, ou dans 2 ans? Est-ce que les choses en restent là sur le terrain? D'autres termes, est-ce que les Russes ouvrent des bases, ce dont ils ont le droit, entre guillemets, au terme des accords d'assistance ou pas? Est-ce que les choses se calment dans le Donbass, ou est-ce que les tirs d'artillerie se poursuivent, étant entendu que désormais tout tir ukrainien porte le risque d'une réponse russe assumée et foudroyante? Il y a une autre question qui n'est absolument pas anodine, c'est la géographie, enfin le périmètre de ce qui a été reconnu. Et je dois dire qu'à cette heure-ci, pour moi, ce n'est pas clair. Il y a eu des déclarations divergentes du ministère russe des Affaires étrangères qui a dit que la Russie reconnaissait Lugansk et Donetsk dans leur forme actuelle, en tout cas sur le territoire où ils exercent aujourd'hui leurs compétences. Il y a eu d'autres sons de cloche à la Douma, et pas qu'à la Douma. Donc cette affaire-là n'est absolument pas anodine.
Pour conclure, et avant de passer la parole à Igor Delanoë, je dirais que, in fine, j'ai quand même l'impression que la Russie avait plutôt gagné la première manche de cette crise en réussissant à mettre sur la table des sujets qui lui tenaient à cœur depuis 25 ou 30 ans, la sécurité européenne. Et ce n'est pas rien. La Russie avait obtenu des Occidentaux la reconnaissance qu'elle peut avoir des motifs d'inquiétude légitimes, méritant discussion, alors que jusqu'à présent, les Occidentaux, dans leur ensemble, ne s'étaient pas encombrés de beaucoup de délicatesse pour balayer d'un revers de la main ces demandes. Donc ce n'était pas rien. Il y a eu aussi, je dirais, en secouant le cocotier, pas mal de choses qui étaient tombées et vues comme positives en Russie, des déclarations des uns et des autres sur le fait, entre autres, que l'Ukraine ne serait pas défendue. Et puis là, il y a cette décision qui, à mon avis, réduit le champ d'action de la Russie, traduit une forme d'échec et surtout, et c'est le plus inquiétant, ne résout absolument pas les grands problèmes, les grands défis, les grandes menaces, ce qui est perçu par les dirigeants russes et par Vladimir Poutine comme les menaces dans les semaines et les mois à venir. Merci Arnaud pour ton analyse. Igor, juste une minute. Comme d'habitude, vous allez pouvoir poser des questions, donc vous pouvez poser des questions par chat. On va écouter Igor, mais pendant ce temps-là, n'hésitez pas à écrire vos questions que nous puissions les poser par la suite. Igor, s'il te plaît. Merci Emmanuel. Quelques compléments par rapport à ce que vient d'indiquer Arnaud. Tout d'abord, sur les accords de Minsk, la décision hier de la Russie, évidemment, tue les accords de Minsk, le format Normandie, tout ceci en réalité n'existe plus. Quel était l'objectif recherché par la Russie c'est d'obtenir des garanties sur le fait que l'Ukraine n'accède jamais à l'OTAN. Ça, on l'a compris, ils l'ont écrit noir sur blanc dans le document soumis aux Américains en décembre dernier, le 15 décembre dernier. Ils avaient grosso modo 4 moyens de tenter d'obtenir cette garantie. Tout d'abord, que l'OTAN prenne un engagement contraignant et revienne sur la déclaration du sommet de Bucarest de 2008 en indiquant que l'Ukraine n'avait plus vocation, qu'en tout cas, en l'état actuel des choses, la communauté euro-atlantique n'était pas prête à admettre l'Ukraine dans ses rangs. On a compris que pour l'instant, ça patinait et que vraisemblablement, la Russie ne voyait pas de dénouement positif de son point de vue sur cette direction-là. Deuxième possibilité, une décision unilatérale de Kiev de renoncer à tout agenda euro-atlantique. Ça, on comprend évidemment que ce n'est pas réaliste puisque cette aspiration euro-atlantique est gravée dans la constitution ukrainienne. Et que le président qui prendrait publiquement cette direction-là risquerait, pour son intégrité physique, elle serait probablement renversée ou éliminée assez rapidement. Il y avait ensuite la mise en œuvre des accords de Minsk, puisqu'à travers la mise en œuvre des accords de Minsk, en gros, l'idée était de réintégrer le Donbass dans le giron ukrainien, de faire du Donbass un levier de la pression de la Russie pour contrôler les orientations de la politique étrangère ukrainienne et donc prévenir tout engagement vers les structures de sécurité euro-atlantique. Ça, les Russes en sont privés donc hier. Et enfin, il restait la quatrième possibilité, le plan B qui a été choisi, c'était de reconnaître l'indépendance et la souveraineté de ces deux républiques séparatistes et faire un petit peu comme ce qui avait été fait en Géorgie en 2008, mais sans le conflit armé qui a précédé, de reconnaître l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ce qui constitue un bâton dans les roues très puissant pour intégrer ce pays dans les structures de l'OTAN. Bon, c'est évidemment la trajectoire qui a été choisie hier par le Kremlin. Ce qui veut dire que, comme Arnaud l'a indiqué, les autorités russes ne croyaient plus en réalité dans la mise en œuvre des accords de Minsk, qui les ont exaspérés pour un tas de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, mais qu'on aurait discuté dans les précédents séminaires. Moi, ce qui me frappe un peu dans ce qu'on a pu entendre hier, c'est-à-dire la session du Conseil de sécurité de la Fédération, puis le long discours de Vladimir Poutine hier soir à la télé, c'est que le président russe, en réalité, manifestement, on a le sentiment qu'il souhaite réparer une erreur historique. C'est-à-dire qu'il a envie de revenir sur les 30 ans qui se sont passés, pour ne pas dire plus, et de réparer ce qu'il considère être des erreurs et qui se sont, dans le dénouement de ces erreurs, ensuite, c'est réalisé contre les intérêts perçus de la Russie, avec une rancune très profonde à l'égard de l'Occident. Ça a été très palpable hier dans son discours, une amertume, une rancune, et évidemment un ton très, très agressif, menaçant à l'égard de l'État ukrainien, mais pas de l'Ukraine en tant que
du peuple ukrainien, mais à l'égard de l'État ukrainien et du pouvoir ukrainien actuellement en place, comme il a rappelé que c'était un pouvoir qui était le fruit d'un changement de régime intervenu en 2014. Est-ce qu'on est face à l'épilogue de ces tensions auxquelles on assiste depuis plusieurs mois? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on regarde son discours et qu'on l'écoute attentivement, sur les 50-55 minutes de ce discours, il passe 45 minutes sur l'Ukraine et 5 minutes à la fin sur les républiques pour expliquer qu'il faut les reconnaître. Et moi, j'ai le sentiment que ce discours pourra servir potentiellement a posteriori à justifier ou à expliquer une potentielle escalade qui concernerait non pas le Donbass, mais potentiellement d'autres parties du territoire ukrainien. Il y a quand même été question dans l'Assemblée extraordinaire qui a été convoquée du Conseil de sécurité de la Fédération de frontières historiques. Ça a été évoqué par un des membres du Conseil de sécurité de la Fédération. Donc évidemment, ce sont des propos assez alarmants, d'autant plus qu'aujourd'hui, après cette reconnaissance de Donetsk et Lugansk et la disparition des accords de Minsk, la Russie en réalité ne dispose plus de levier sur l'Ukraine. C'était le but des accords de Minsk, de lui offrir ce levier, qu'elle le conserve. C'est pour ça que les Ukrainiens n'en voulaient pas, entre autres. Or, la Russie, quand on regarde depuis 30 ans, a toujours cherché à conserver, à entretenir et cultiver des leviers sur l'Ukraine. Avant, il y avait la Crimée, avec les discussions sur la flotte de la mer Noire, les discussions sur les bases militaires en Crimée. Après l'annexion de la Crimée, ce levier a disparu. Puis il y avait ensuite les provinces séparatistes. Aujourd'hui, ces provinces séparatistes sont de fait reconnues par la Russie, même de jurés reconnus par la Russie comme étant indépendantes. Donc la Russie, en réalité, n'a plus de levier sur l'Ukraine. Elle a toujours eu depuis 30 ans. La question, c'est quel levier elle va se recréer. Pour sûr, elle va certainement se recréer. Et quelles seront les conséquences de cette apparition potentiellement de nouveaux moyens de pression sur l'Ukraine. Sur l'introduction des troupes russes dans le Donbass, qu'on a pu voir cette nuit, en réalité, bon, les éléments armés, les militaires russes étaient déjà présents dans le Donbass, simplement ce n'était pas assumé, ce n'était pas reconnu. Maintenant, c'est à visage découvert, en quelque sorte, que ces troupes sont présentes. On parle de combien de soldats d'unité? En réalité, ce n'est pas le sujet, parce que le but de cette présence armée n'est pas tellement, les Russes se présentent comme une opération de maintien de la paix. Elles ne joueront pas le rôle d'interposition. À mon avis, elles sont plutôt là pour faire de la dissuasion et dissuader les Ukrainiens de tenter un coup de force, pour quelque raison que ce soit, contre le Donbass. L'essentiel du dispositif militaire, en réalité, il est derrière. Il est en Russie, il est en Biélorussie, il est en Crimée. Tout ce qui a été construit et établi depuis maintenant plusieurs mois. Les Russes n'avaient pas besoin de mettre 100 000 ou 150 000, je ne sais combien de soldats pour reconnaître la souveraineté de ces deux entités séparatistes. Donc on comprend bien que ces soldats-là ne sont pas là pour ça, ils sont là probablement pour autre chose, pour exercer de la pression sur la communauté euro-atlantique, ou en tout cas pour maintenir de la pression dans le cadre des discussions avec les Américains, parce que comme ça a été rappelé notamment par M. Patrouchev au moins 2 reprises, de 16 interlocuteurs aux yeux des Russes qui ont la légitimité sur les questions de sécurité, ce sont les Américains. Et par conséquent, ces troupes-là sont là pour servir évidemment de posture de servir la posture de force de la Russie dans cette discussion. Alors la question, c'est est-ce que les Américains sont toujours prêts à discuter après ce qui s'est passé hier soir? Est-ce que ce qui était sur la table depuis plusieurs semaines et qui était loin d'être inintéressant pour les Russes est toujours d'actualité? Quelle va être la posture de la Russie après les sanctions qui vont être prises par l'Union européenne, par la Grande-Bretagne et par les Américains? Ça, c'est encore trop tôt pour le savoir, mais il y a l'hypothèse d'un sommet Biden-Poutine qui était évoqué encore hier dans la journée avant tout ce qui s'est passé dans l'après-midi, dans la soirée. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Blinken et Lavrov doivent se rencontrer dans les prochains jours, les prochaines heures. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment, mais ce sont des choses qu'il faudra évidemment suivre de très près. Merci. Et on a déjà une dizaine de questions. Il y en a une première pour toi, c'est comment analyser le positionnement de la Turquie dans cette crise? Alors, le positionnement de la Turquie dans cette crise. D'abord, rappeler que la Turquie cherche depuis maintenant plusieurs semaines à se positionner comme médiateur, comme interlocuteur pour essayer de trouver une issue diplomatique sur l'aspect ukrainien de la crise, sur l'aspect Donbass de la crise, pas sur l'aspect sécurité en Europe et sécurité dans la zone euro-atlantique. Les Turcs mettent en avant plusieurs arguments. Ils mettent en avant le fait que déjà l'Ukraine, la Russie et la Turquie sont voisins d'une même région, la région de la mer Noire, qui se connaissent plutôt bien. Ils mettent en avant aussi le fait que le format de Minsk en tant que tel
paraissait de moins en moins légitime aux yeux des Ukrainiens du fait de ce qui s'est passé en Biélorussie depuis maintenant 2 ans, de la posture de M. Loukachenko, du fait que les Ukrainiens considéraient maintenant Minsk et M. Loukachenko comme n'étant pas une plateforme neutre pour discuter, mais comme étant finalement un allié objectif de la Russie. Donc finalement, tout ceci est dans le sens de délégitimer Minsk comme plateforme de discussion. C'est sur ça que jouaient les Turcs pour essayer de se présenter comme un interlocuteur. Alors, évidemment, fidèles à leur façon de procéder et de se créer aussi des leviers et de rentrer dans un rapport de force, les Turcs, pour se rendre, j'allais dire, peut-être légitime aux yeux des Russes, ont développé une coopération militaro-technique avec l'Ukraine en vendant des corvettes à la marine ukrainienne, en vendant des drones d'attaque à l'Ukraine. Il y a des projets de synergie entre les industriels militaires ukrainiens et turcs pour des projets de drones d'attaque beaucoup plus gros et avec des systèmes de propulsion ukrainiens potentiellement pour de l'export, mais pas seulement. Tout ceci, à mon avis, dans l'objectif de crédibiliser un petit peu cette posture d'interlocuteur que les Turcs cherchent à avoir. Donc aujourd'hui, après ce qui s'est passé, bon, évidemment, cette offre de médiation qui n'intéressait pas vraisemblablement pas les Russes me paraît encore moins d'actualité. Mais les Turcs ensuite ont un positionnement un petit peu singulier au sein de l'OTAN, du fait de leur trajectoire, du fait des postures qu'ils ont pu prendre sur d'autres crises régionales, qui ont une tendance plutôt à les marginaliser au sein de l'OTAN. Et c'est sur ça probablement que souhaitait capitaliser aussi Erdogan, en insistant sur le fait que la Turquie est certes membre de l'OTAN, mais elle a quand même une position un petit peu à part dans l'OTAN, notamment cette puissance de la mer Noire, cette puissance pontique qui contrôle les détroits turcs et qui est donc voisine de la Turquie aussi, de la Russie depuis plus de 3 siècles en réalité. Merci Igor. Pour continuer sur les opérations militaires, alors peut-on penser à une prolongation de l'opération militaire au-delà des 2 territoires désormais indépendants? On a l'impression d'être au milieu d'un guet. Arnaud ou Igor? En tout cas, on a l'impression que ce n'est pas fini. Cette impression est largement partagée. Est-ce que, comme l'affirme le renseignement américain depuis longtemps, il va se produire une intervention russe massive? Je n'en sais rien, mais je maintiens que le dossier ukrainien n'est certainement pas clos avec la décision de reconnaissance des entités séparatistes hier soir. Toujours sur le côté politique, peut-on estimer que les partenaires occidentaux des accords de Minsk portent, donc l'Allemagne et la France, portent une part de responsabilité en n'ayant pas fait grand-chose pour leur mise en œuvre depuis 2014? En tout cas, c'est ce que disent les Russes. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas accès à ces négociations. En tout cas, c'est un échec. C'est un échec. Les discussions ont duré 7 ans. La France et l'Allemagne étaient à l'origine du format Normandie. Elles étaient garantes de ces accords. Elles n'ont pas été en mesure de les faire appliquer. Donc c'est un échec, manifestement. C'est ce qui était sur la table entre les 2 derniers entretiens téléphoniques Macron-Poutine. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du point de vue russe? Je suis incapable de le dire, je le dis en toute franchise. Je pense que c'est comme Arnaud l'a indiqué dans son laïus, visiblement les Russes étaient convaincus par l'énergie déployée par Macron quand il est venu à Moscou, qu'il a passé plusieurs heures en tête-à-tête avec le président russe. Manifestement, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les propositions du président Macron, mais il y a des choses qui ont étonné les Russes. En tout cas, ils se sont dit que ça vaut le coup de le tenter. Et on a eu la séquence qui s'est achevée avec la réunion de Berlin qui a duré 9 heures avec M. Kozak et ses homologues français et allemands. Et clairement, quand vous réécoutez la conférence de presse donnée par Kozak, il a un visage complètement décomposé et livide après 9 heures de discussion infructueuse. L'Ukraine ne veut toujours pas entendre parler des accords de Minsk, ça, c'est pas surprenant. Par contre, là où il a été vraiment choqué ou frappé, c'est de dire on ne sent pas, ni chez les Français ni chez les Allemands, la volonté de faire pression sur l'Ukraine pour que Kiev mette en œuvre les accords de Minsk. Et donc là, on clôt le chapitre. Et quelles qu'aient pu être les propositions de M. Macron, et quelle que soit l'énergie qu'il a investie, qui est authentique, qui est vraie, on a eu le mérite d'essayer, eh bien, à mon avis, la messe était dite le 10 du point de vue des Russes.
le 10 à l'issue de enfin, en fait le 11 parce que c'était dans la nuit, à l'issue des discussions à Berlin. Le secrétaire général de l'ETSC a évoqué il y a quelques jours l'envoi de forces d'interposition dans le Donbass. Pensez-vous que cette option soit réaliste? Non, certainement pas. Alors, la proposition a été faite effectivement par M. Zas, qui est un Biélorusse, et qui dirige l'organisation du traité de sécurité collective. Elle a été faite, cette proposition, avant la décision de reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et de Lugansk. Et la réserve, qui est une réserve majeure, c'était l'accord de la partie ukrainienne. Donc, on voit qu'aujourd'hui, aucune de ces conditions n'est plus réunie. D'abord parce que la Russie ne considère plus ces territoires comme faisant partie de l'Ukraine, et l'Ukraine n'a jamais eu l'intention, évidemment, de consentir au déploiement de troupes de maintien de la paix de cette organisation. Le Monde prétend que Poutine a eu un dernier entretien court et sobre avec Macron pour lui annoncer sa décision de reconnaître les républiques séparatistes. Peut-on parler d'échec politico-diplomatique majeur pour la France? Quelles sont les perspectives sur le plan bilatéral à court et moyen terme? Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la diplomatie française, il faut être très clair, ni pour M. Macron, dans un registre plus personnel et électoral. Je crois que nul ne devrait se réjouir, même si certaines personnes le font en réalité, en France ou dans le monde anglo-saxon, de l'échec de la tentative de la France, de l'échec plus fondamentalement de la nouvelle politique russe de Macron initiée depuis 2019. C'est un échec pour plein de raisons, des raisons, je dirais, structurelles, des raisons russes aussi, des raisons de calendrier. Je maintiens que si le président Macron avait pu venir pour honorer de sa présence le défilé à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire qui n'a pas eu lieu, en réalité, en mai 2020, ça aurait pu peut-être conforter la dynamique initiale. En tout cas, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de tout ça. Il y a eu d'autres dossiers qui viennent générer des tensions, comme le Mali. Et puis surtout, il y a maintenant aujourd'hui une campagne présidentielle en France. Le président Macron a pris un risque louable. Il a considéré, d'ailleurs dans le prolongement de ce qu'avait fait Sarkozy et dans un registre un peu plus épisodique, François Hollande, qu'il était dans le rôle de la France, d'essayer quelque chose finalement, de ne pas laisser les choses filer. Je crois que c'est tout à l'honneur de la France de l'avoir essayé. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que les Russes ne nous ont pas beaucoup aidés sur ce dossier-là, comme sur beaucoup d'autres dossiers bilatéraux, il faut le dire. Je pense aussi que le président Macron peut payer un prix électoral élevé. Ce n'est pas le sujet de notre conversation, mais il a pris un risque et ça peut se retourner contre lui. Alors que je relève que la tonalité de beaucoup de commentaires dans la presse russe, c'était plutôt il vient pour récolter les fruits de quelque chose. Il est là dans une optique électorale. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que le président Macron a essayé de bonne foi de trouver une solution. Il a pris un risque et cette prise de risque pourrait bien se retourner contre lui. Les perspectives bilatérales à court terme ne sont pas réjouissantes. Il y a d'abord tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a des échéances électorales en France. Je pense qu'il va falloir laisser passer un peu d'eau sous les ponts pour reprendre les choses. Après, vous savez, l'histoire ne se termine jamais. La relation franco-russe a connu des hauts et des bas. On s'est même fait la guerre. Et comme le faisait remarquer le président Giscard d'Estaing lors de son dernier passage à Moscou en 2015, après chaque crise, après chaque conflit franco-russe, les relations sont reparties à un niveau, on retrouvait un niveau supérieur, largement supérieur à la moyenne européenne. Donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça ne se répète pas, mais évidemment nous sommes dans un moment de déception côté français, d'amertume même peut-être, et dans un moment, je dirais, d'indélicatesse côté russe peut-être. Alors, la Russie n'a-t-elle pas choisi de reconnaître les républiques par crainte que la non-application par l'Ukraine des accords de Minsk et le rééquipement militaire de l'Ukraine ne permettent à cette dernière de tenter de reconquérir ce territoire par la force si on attendait plus longtemps? Mais en fait, il faut voir que voulait l'Ukraine et qu'est-ce qu'elle veut encore aujourd'hui. Elle veut toujours plus de sanctions sur la Russie. Elle veut rentrer dans l'OTAN.
Et il y a une grande partie de l'élite politique et militaire ukrainienne qui, en réalité, est toujours en faveur de la politique du cordon sanitaire sur le Donbass, qui, en réalité, ne peut pas réintégrer le Donbass parce qu'ils considèrent que ce sont, au mieux, des traîtres, au pire, des Russes. Voilà. Donc, et d'ailleurs, côté Donbass, c'est une grande partie des gens qui ne sont pas nécessairement du tout enthousiastes à l'idée de revenir en Ukraine. Ça, on ne le dit pas souvent, mais en réalité, on a beaucoup on a dit entre 700 et 800 000 passeports russes aujourd'hui dans le Donbass. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont très, très enthousiastes à l'idée de revenir dans le giron ukrainien. Par conséquent, tout ça, c'était des choses, si vous voulez, qui sont l'inverse de Minsk II. Minsk II devait permettre le retour de ces provinces dans le Donbass, devait empêcher l'adhésion, en tout cas les aspirations, entraver les aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine. Et surtout, enfin, au fur et à mesure que ces accords étaient mis en œuvre, il devait y avoir la levée des sanctions progressives sur la Russie. Donc, en gros, l'Ukraine n'avait aucune bonne raison de mettre en œuvre ces accords-là. Donc, partant de là, pourquoi est-ce que les Russes reconnaissent, pour revenir à la question, est-ce que l'Ukraine aurait tenté un coup de force pour reprendre le contrôle du Donbass? Je ne sais même pas si ça en valait le coup pour le territorialement peut-être, mais il y avait la problématique de la population sur place, qui est considérée comme déloyale, dans le meilleur des cas, au pouvoir ukrainien. Donc, ça aurait été quand même un épisode, ça me paraît vraiment théorique en réalité, cette question-là. Je ne suis pas certain que les Ukrainiens étaient prêts à payer le prix d'une offensive qui aurait été extrêmement meurtrière pour tenter de reprendre le Donbass par la force, surtout que les Russes ne seraient pas restés les bras croisés et seraient intervenus pour une population qui ne veut pas forcément revenir en Ukraine et un territoire qui économiquement est complètement dévasté. C'est-à-dire que l'Ukraine aurait dû prendre à sa charge, en réalité à travers elle, ça aurait été les Européens qui auraient dû sortir le chéquier pour revitaliser le Donbass. Donc, je pense que c'est une question qui est vraiment théorique ou rhétorique parce que je ne vois pas d'intérêt de l'Ukraine de reprendre par la force ces régions-là. Si je puis me permettre pour rebondir sur ce que vient de dire Igor, et ça, c'est un peu provocateur, mais je dirais qu'aujourd'hui, le grand vainqueur, c'est Zelensky. Alors, toujours sur ce sujet, il y a beaucoup de questions sur les sanctions et on va venir sur les sanctions après. Mais ces républiques, alors c'est plus une affirmation, mais ces républiques étant non viables en tant que pays indépendant, les solutions à long terme sont donc nécessairement leur absorption par la Russie ou leur retour en Ukraine. Il reste donc peut-être un levier pour une négociation si un jour l'Ukraine accepte une structure fédérale et si l'Occident accepte une négociation de fond sur la sécurité en Europe. Je n'y crois pas un instant. Le fil rouge le conducteur, plus exactement, de la position ukrainienne depuis toujours, en réalité, c'est le refus de la fédéralisation. Les Ukrainiens préfèrent parler de décentralisation, qui est une décentralisation très limitée en réalité. En fait, les Ukrainiens veulent faire ce que la France a fait avant et après la Révolution. Je pense qu'ils sont ils pensent que la seule façon de construire une nation, enfin il y en a deux, une nation ukrainienne, c'est de le faire contre la Russie et par un État centralisé, coercitif ou très directif. Et certainement pas dans un cadre fédéral ou confédéral. Donc ça ne se produira pas. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs du rejet des accords de Minsk qui sont vus, pas forcément à tort d'ailleurs, à Kiev comme une sorte de cheval de Troie sur cette voie de la fin d'un État unitaire. Dans la même veine, peut-on imaginer une séparation géographique et économique Ukraine de l'Est, donc russe, et Ukraine de l'Ouest occidentale? Non plus. Je crois qu'il faut se départir de ces schémas binaires Est, Ouest. D'abord, ça n'a jamais été vrai. Au moment, au plus fort de la bipolarisation de l'Ukraine dans ses anciennes frontières, c'est-à-dire à la présidentielle de 2010, on voyait que la ligne de partage, ce n'était pas Est-Ouest, c'était en réalité Odessa-Kharkov, avec effectivement là, c'est à ce moment-là que la polarisation, qu'elle soit linguistique, qu'elle soit politique, et la traduction politique de cette polarisation civilisationnelle, quelque part, est-elle plus marquée. Entre-temps, il y a eu 2014, il y a eu tout ce qui s'est passé depuis 2014. L'Ukraine n'est pas monolithique, certainement pas. Il ne faut pas sous-estimer, je pense que les clivages sont maintenant, je dis beaucoup, générationnels. Et les jeunes Ukrainiens ont une vision de leur pays qui est très différente de celle du président Poutine, par exemple. Donc, ce ne sera pas Est-Ouest. Certainement pas. Et ça supposerait de toute façon un éclatement de l'Ukraine, qui est un des grands fantasmes de beaucoup
pseudo-stratège ici à Moscou, mais qui n'adviendra pas. En tout cas, qui n'adviendra pas s'il n'y a pas une intervention militaire russe pour la provoquer. Donc, non, je ne crois pas à ce scénario de l'éclatement. Je pense, pour répondre à la précédente question, effectivement, que ces républiques ne sont pas viables, que la Russie les a déjà à sa charge en réalité depuis 2015. Alors, il y a quelques évaluations qui ont été faites d'environ 2 milliards de dollars pour le budget russe, hors pension. Certains évoquent 20 milliards de dollars pour remettre à niveau l'infrastructure. C'est un chiffre qui a été donné hier par un sénateur. Bon, en tout cas, il est clair que la Russie va devoir changer d'échelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elle se contentait de payer les retraites, de faire tourner à minima les grandes usines. Mais là, il va falloir, je pense, investir plus lourdement, ce qui peut avoir d'ailleurs des conséquences pas fondamentales, mais des conséquences indésirables en Russie même. On se souvient que le pont de Crimée s'était fait au détriment du pont de la Yakoutie. Quelles seront les régions sacrifiées pour financer le Donbass? Ça peut créer de l'irritation. De même qu'on a vu que les premiers réfugiés arrivés à Rostov n'étaient pas forcément les bienvenus. Donc, le risque politique n'est pas majeur pour Vladimir Poutine. Le risque financier n'est certainement pas majeur pour la Russie. Mais, encore une fois, et au risque de paraître provocateur, je pense que celui qui se réjouit de la situation aujourd'hui, c'est le président ukrainien. Et tous ceux qui sont sur cette ligne-là en Europe occidentale, que ce soit dans les médias ou dans les chancelleries. Alors, pourquoi être resté dans la chimère des accords de Minsk alors qu'il semblait dès le début impossible en raison de la position ukrainienne? Pourquoi n'avoir pas fait une croix dessus et trouver un autre format et un autre accord? D'abord, je crois que les Russes n'ont pas y ont cru assez longtemps, au moins jusqu'en 2020. Les Russes ont vu que le président Zelensky avait été élu et superbement élu en 2019 sur un programme de paix, comme d'ailleurs son prédécesseur Poroshenko, que le président Zelensky avait dissous la Rada, qu'il disposait d'un mandat politique pour faire la paix inédit. Et la feuille de route, c'était les accords de Minsk. Donc les Russes n'avaient aucune raison, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de basculement de Zelensky, qu'on peut dater à 2020, je pense, vers autre chose. Alors certains diront une dérive, certains diront une reprise en main, un alignement sur ce qu'il faut penser à Kiev. Mais en tout cas, les Russes et Kozak, qui était déjà l'interlocuteur de Kiev, ils y ont cru à ce format. Donc, il n'est pas étonnant. Je crois qu'ils ont cessé d'y croire au moment des ennuis judiciaires de M. Medvedchuk, qui était le principal levier des Russes à Kiev il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Estimez-vous faible le risque de dérapage accru par un manque de contrôle des initiatives des dirigeants DNR-LNR par les Russes? Quel est le risque de dérapage? Le risque de dérapage, le côté séparatiste. Je pense que ce risque de dérapage côté séparatiste, à mon avis, il a amoindri maintenant par la présence à visage découvert de soldats russes sur la ligne de contact qui devient de facto une ligne de frontière, visiblement en tout cas. De l'autre côté, en revanche, on ne sait jamais trop, c'est-à-dire côté ukrainien, je ne connais pas la réalité du contrôle qu'exerce M. Zelensky sur les forces armées ukrainiennes. On sait que ces forces armées ont intégré une partie des bataillons qui étaient financés par des fonds, par des oligarques et qui en réalité ne répondaient pas à l'état-major ukrainien, qui avaient probablement d'autres allégeances. Et ces éléments-là, aujourd'hui, veulent toujours, à mon avis, en découdre et il y a toujours des têtes brûlées. Donc c'est effectivement de ce côté-là qu'il faut faire attention. Maintenant, ce qui est certain, c'est quand on voit le discours de Vladimir Poutine hier soir à la télé russe, il y a un avertissement qui est très clair. Il dit il y a des soldats russes qui sont sur place et si jamais les attaques et les accrochages ne cessent pas sur la ligne de contact, c'est Kiev qui portera l'entière responsabilité de l'effusion de sang qui va advenir. Donc là-dessus, on ne peut pas dire voilà, c'est très très clairement, il risque d'y avoir une réponse de la Russie et elle sera, à mon avis, très clairement disproportionnée par rapport à l'attaque ou à la tentative d'attaque qu'il pourrait y avoir contre les régions séparatistes nouvellement
nouvellement reconnue. Deux questions sur la France. Alors, quels sont les intérêts de la France lorsqu'elle participe au dialogue politique pour résoudre la crise ukrainienne? Et la France a-t-elle intérêt à poursuivre un soutien à l'Ukraine politique ou militaire? Je ne sais pas qui veut répondre à ces questions. La France sur l'Ukraine. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, c'est encore des événements qui sont en train de se dérouler. Je pense que les positions sont en train de se réajuster. On est sur le temps des sanctions, puis ensuite, on va voir si déjà le dialogue se poursuit autour du dossier purement ukrainien de cette crise, et est-ce que les Américains, sur un autre niveau, vont poursuivre les discussions avec les Russes, et dans quel registre. Je pense que, effectivement, comme ça a été dit, après la douche froide d'hier, on pourrait comprendre que la diplomatie française mette un petit peu en pause l'activité qu'elle a déployée ces dernières semaines pour essayer de faire avancer le format de Minsk. Surtout que le président Macron devrait annoncer visiblement sa candidature dans les jours qui viennent, même avant. Donc, on va rentrer dans une autre temporalité, hein, et pendant au moins plusieurs semaines, avec l'élection présidentielle du mois d'avril, etc. Donc, je pense que pour l'instant, la France a un peu mettre sur pause peut-être tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe par rapport à ce qu'il y a eu avant. Je reviens une seconde sur les accords de Minsk. C'est pas la première fois qu'on a des accords qui sont trop favorables à la Russie, qui en réalité ne sont pas, comment dirais-je, réalistement mis en œuvre. Si on regarde dans l'histoire, au 19e siècle, les Russes avaient arraché un traité qui était extrêmement favorable, qui est le traité de San Stefano, signé en 1878. Après avoir défait la Turquie, d'ailleurs, le traité lui-même est signé dans les banlieues d'Istanbul, avec les armées russes qui prennent leur quartier dans la banlieue d'Istanbul, sont à deux doigts de mettre la main sur le Bosphore, qui est le rêve géopolitique des tsars russes depuis des siècles. Et ils font signer un traité qui est extrêmement défavorable à la Turquie, où en fait ils mettent la main pratiquement de fait, hein, sur le contrôle des détroits. Enfin, il y a toute une série de mesures qui sont, dont les tsars ne pouvaient pas rêver mieux. Sauf que cet accord, ça ne sera jamais mis en œuvre parce que les chancelleries occidentales ne vont jamais le reconnaître, ni Paris, ni Londres, ni Berlin ne vont jamais reconnaître ces accords. Il y a un nouveau congrès qui est convoqué quelques mois plus tard, en 1879, et les Russes sont contraints de signer un accord qui leur est bien plus défavorable, de démilitariser, enfin, etc. Donc ça pour dire qu'avec ces accords qui étaient trop favorables à la Russie, cet accord de Minsk, quelque part, à une échelle évidemment moins 19e siècle, moins peut-être voilà, de grande géopolitique, mais l'histoire se répète un petit peu, c'est-à-dire que ces accords-là étaient trop favorables à la Russie, et en face, on n'a pas eu côté occidental, en tout cas côté donc, français et allemand, forcément la volonté de faire comprendre aux Ukrainiens qu'ils devaient mettre en œuvre ces accords contre leur propre volonté, alors même que les leviers existaient, hein, les tranches d'aide financière, les visas, etc. Les Européens avaient plein de leviers sur les Ukrainiens s'ils souhaitaient les utiliser pour les contraindre à mettre en œuvre ces accords. Ils n'ont pas fait. Alors, la crise ukrainienne peut-elle rapprocher les perceptions américaines et européennes? Je pense que là, il y a quelque chose de peut-être pas tectonique, mais d'assez puissant, effectivement. Ce qui se passe, ce qui s'est passé peut contribuer à une plus grande convergence au sein de l'Union européenne d'abord. On sait que la question russe se divise généralement. En tout cas, il y a de grandes différences de perception entre des pays comme la Pologne, les Baltes ou d'autres, y compris la France. Là, il est possible qu'il y ait un vrai consensus qui émerge sur une base défavorable à la Russie. Il ne faut pas le sous-estimer. Et par extension, avec les États-Unis. Donc, je pense qu'effectivement, là, ce qui se passe contribue à une forme d'uniformisation des positions occidentales sur la Russie, dans un sens qui n'est pas favorable au maintien et a fortiori au développement de coopération avec la Russie. Finalement, ils auront l'Occident collectif, dont ils parlent depuis 3 ans, enfin, pas 3 ans en particulier dans la rhétorique, mais on aura quelque chose de beaucoup plus collectif et amalgamé. Alors, ne sommes-nous pas dans une situation comme l'Abkhazie, le Sud du Sud, un conflit gelé qui peut durer des années? Disons que pour l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, il y avait eu une guerre de 5 jours auparavant qui a débouché sur ce qu'on sait, la reconnaissance de ces deux républiques séparatistes géorgiennes comme étant des États indépendants. Là, dans le cas ukrainien, c'est pas tout à fait l'analogie. En fait, ça trop vite ses limites. Il y a eu la Crimée avant, il n'y a pas eu de conflit strictement similaire à ce qu'on a eu en Géorgie en 2008. Je sais pas, je serais plus prudent. Et puis bon, c'est pas les mêmes échelles. Je
Bon, l'Ukraine n'est pas la Géorgie, enfin, ce n'est pas la même importance. Et puis le rapport, en tout cas, initialement, il faudra, là je rejoins ce que disait Igor tout à l'heure sur les perceptions des habitants actuels du Donbass à l'égard de l'Ukraine, mais il y a 10 ans, je rappelle que l'Ukrainien de Donetsk accueillait le championnat d'Europe de football et il se sentait ukrainien, ce qui n'était pas le cas forcément de l'Abkhazie ou de l'Ossète du Sud depuis des siècles. Peut-être que les Russes misent, alors je ne sais pas probablement à tort, mais peut-être qu'ils misent sur une trajectoire avec ce qui s'est passé dans la relation entre la Tbilissi et Moscou après 2008, c'est-à-dire il y a eu la reconnaissance de ces deux Abkhazie et Ossétie du Sud, et dans les années qui ont suivi, on a quand même vu une tendance à la normalisation entre Géorgiens et Russes, avec un apaisement des relations. Une visite, il y a encore 2 ans, c'est pas très bien passé, mais des parlementaires russes à Tbilissi. Donc peut-être qu'ils misent sur une trajectoire de long terme où finalement on ôte l'épine du pied avec les accords qui finalement continuent de faire puruler cet abcès, en reconnaissant ces deux entités, et on mise sur, à 10 ans, finalement, un apaisement des tensions. Mais aujourd'hui, ça paraît vraiment illusoire. Quelle est la probabilité de reconnaissance de territoires séparatistes par d'autres pays? Ça a commencé, la Syrie, je crois que le Nicaragua aussi. Donc les pays qui ont reconnu l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, le Venezuela peut-être, à vérifier. Donc ce sera évidemment marginal. Plus important, la Biélorussie et le Kazakhstan ne le feront pas. Les Kazakhstanais aujourd'hui l'ont dit de façon explicite et très claire pour des raisons qu'on comprend, alors même qu'ils sont très redevables envers la Russie pour tout ce qui s'est passé en janvier. Donc ça sera limité, strictement décoratif. Mais lors de la session extraordinaire de l'Assemblée des Nations Unies, enfin, du Conseil de sécurité qui s'est tenue il y a quelques heures, enfin cette nuit, il y a des pays comme la Chine et l'Inde qui évidemment ne reconnaîtront pas, mais qui ont eu un discours quand même très très accommodant avec la Russie, hein, notamment l'Inde qui a complètement passé sous le tapis les aspects très très délicats et inconfortables de cette situation, avec un discours vraiment tout à fait plat. Et donc on voit que pour eux c'est vraiment pas le sujet, que c'est un sujet évidemment beaucoup plus pour les Européens et pour les Américains, mais pour les autres grandes puissances, une fois de plus l'Inde, la Chine. Mais on a une question justement sur la Chine. La Russie ne se retrouve-t-elle pas à la merci de la Chine? Quelle est la réaction d'attente de la Chine? Tu viens de le donner, mais… Bah, à la merci, non, je pense pas. Les Chinois, évidemment, ont une posture un petit peu délicate, c'est-à-dire qu'eux, évidemment, ils sont en faveur de l'intégrité territoriale pour des raisons qu'on peut comprendre par rapport à Taïwan. Donc, évidemment, ils ne vont pas reconnaître, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ils sont dans une position un petit peu assez indélicate vis-à-vis de cette crise. C'est pour ça qu'ils mettent le focus plutôt sur, comme on l'a vu dans des dernières déclarations, pas d'extension de l'OTAN. En tout cas, l'OTAN doit tenir compte des demandes de la Russie vis-à-vis de sa sécurité pour essayer de dégager l'aspect strictement ukrainien de cette crise-là. Donc, plus dépendant ou plus, je ne sais pas comment c'est formulé, mais à la merci, non, je ne pense pas. Surtout que vu les sanctions vers lesquelles on s'achemine à ce stade, ce n'est pas non plus cataclysmique comme ça aurait pu être en cas d'invasion. Donc, alors, avant de passer Ah, pardon. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et compléter, la visite de Vladimir Poutine à Pékin ne s'est pas très bien passée. En tout cas, elle a suscité plutôt de la déception. En particulier s'agissant du volet énergétique, des nouveaux contrats de Gazprom et de Rosneft. En tout cas, le signal, ils ont signé des choses, ils ont fait des choses, la relation personnelle entre le président est excellente, mais le signal envoyé était moins évident que celui de 2014, par exemple. Et ça, Poutine, évidemment, le sait, et toute la direction russe l'a vu aussi. Donc, la Chine comme alternative à l'Occident, ce n'est absolument pas crédible. Alors, une dernière question politique avant qu'on passe sur les sanctions. Est-il légitime que la Russie soit accusée de détruire les accords de Minsk, bien qu'ils n'aient plus été respectés par l'Ukraine? Là aussi, il faut faire attention. La Russie n'a pas respecté non plus l'intégralité des accords de Minsk, en particulier le volet sécuritaire. Mais in fine, on voit bien que ces accords, qui avaient été d'ailleurs rédigés de fait par M. Surkov, et pourquoi il est parti, dit-on, en grande partie parce que Poutine avait compris qu'ils étaient beaux sur le papier, mais qu'ils ne seraient pas appliqués. La Russie n'a pas fait
toute sa part du chemin non plus. Mais il est vrai que l'Ukraine, s'agissant, et ça a été très bien dit par Igor, du volet politique, n'en avait pas l'intérêt. Et ça a été dit de façon extrêmement explicite ces dernières semaines. C'est ça qui est tout à fait stupéfiant. Le président Zelensky et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale ukrainien ont dit qu'ils ne les appliqueraient pas parce que c'était dangereux pour l'Ukraine. Et que fait la Russie? Eh bien, elle fait ce cadeau-là à Kiev, finalement, en prenant sur elle d'enterrer ces accords de Minsk. C'est ça qui est assez étonnant et de la part d'acteurs qui sont par ailleurs, dit-on, de grands stratèges. On peut passer aux sanctions. Alors, les sanctions commencent à tomber. Ce que l'on note pour l'instant, c'est qu'elles sont plutôt mesurées et modérées. Les sanctions anglaises portent sur 5 banques et 3 oligarques, si j'ai bien compris. Les sanctions américaines porteraient sur quelques personnes, on n'a pas encore le détail, et les sanctions européennes ne sont pas encore tombées, mais on parle de 3 banques et peut-être de quelques personnes aussi. Mais pour l'instant, on ne parle pas, comme on en parlait par le passé, de sanctions bombes atomiques, entre guillemets, puisque c'est une expression qui a été utilisée pour les sanctions. Alors, on a plusieurs questions dessus, mais d'abord, quelle est la probabilité d'exclusion de la Russie des systèmes financiers internationaux, SWIFT, etc.? À ce stade très limité, d'ailleurs, ça a été dit par des responsables américains, ça ne figurait pas dans les premières moutures. Donc, en l'état, c'est très improbable. Pour une raison très simple, encore une fois, il faut rappeler que ce qui s'est passé hier, c'est une transgression, ça suscite une forme de sidération, mais en réalité, sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Parce que les Russes étaient déjà présents, de façon non assumée. Ce qui aurait évidemment changé la donne, ou ce qui pourrait changer la donne, si on est pessimiste, c'est une attaque, soit via le Donbass, c'est-à-dire que les Russes vont plus loin dans le Donbass actuellement contrôlé par Kiev, ou alors attaque de toutes parts, tous azimuts, de Crimée, de Biélorussie. Mais très concrètement, sur le terrain dans le Donbass, il y a certes eu quelques colonnes de chars qui sont rentrées, elles sont très visibles, très ostensibles pour marquer le coup, pour montrer justement que désormais c'est l'armée russe qui était là et pas seulement des séparatistes. Mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Donc, en tout cas, l'impression, restons prudents, mais qui se dégage des premiers éléments, c'est que en Occident, on ne considère pas que ça justifie les options les plus radicales en termes de sanctions. Est-ce que ça peut avoir un impact justement sur les visas? Nous demande-t-on, business, touristes, entre la Russie et l'Union européenne? Je ne pense pas. Alors, ce qui a eu de l'impact, c'est surtout ces derniers temps le Covid. Donc, je ne pense pas, en tout cas pour la France, je peux me tromper, mais je ne pense pas que la France est dans une logique pour ces raisons-là, de réduction du flux touristique ou du flux de visas étudiants vers la Russie. Donc, après, évidemment, il y aura peut-être des contrôles plus sérieux, des personnes qui seront ajoutées sur des listes plus ou moins explicites de non-délivrance de visa, mais je ne pense pas que ce soit dans les cartons français ou européens. Est-ce que ça pourrait toucher les transferts en euros? Aucune idée. Je ne pense pas à ce stade. À ce stade, encore une fois, au vu de ce qui sort, il n'est pas question de… Ce que veulent faire les Européens aujourd'hui, en l'état actuel des choses et à situation égale, c'est apparemment sanctionner 3 banques qui sont liées au financement du secteur de la défense en Russie. Pромsvязьbank, Web et la troisième, la banque Rossiya. Mais il n'est pas question de toucher à d'autres piliers majeurs du système financier russe, que sont Sberbank, Gazprombank et VTB, ce qui aurait été assez cataclysmique pour le coup. Donc, je ne vois pas, à ce stade, encore une fois, de risque pour les transferts en euros. Est-ce que, alors sachant que les sanctions européennes ne sont pas encore tombées, peut-on imaginer une mise en difficulté sérieuse des importations et exportations de matières premières ou produits finis depuis et vers l'Europe? J'ai pas le sentiment, je pense pas. Mais une fois de plus, c'est un effet boomerang, c'est-à-dire si jamais on met des sanctions sur ce type de transfert, ça signifie qu'il faut qu'on se réapprovisionne européen sur d'autres marchés.
Et ce n'est pas des choses qui peuvent être reconstruites, ces flux d'approvisionnement en l'espace de quelques jours. C'est quand même des flux très compliqués, logistiques, il faut des capacités, etc. Donc, à ce stade-là, je n'ai pas l'impression. Sur ces sanctions, la seule différence qu'on va avoir sur la façon dont elles ont été pensées, c'est que contrairement à celles qu'on a eues sur les dernières années, en tout cas avec l'administration Trump, elles ont été coordonnées avec les Américains. C'est-à-dire que l'administration Trump sortait des sanctions d'une manière unilatérale sans consulter nécessairement les Européens. Là, dans ce cas de figure-là, on va avoir des sanctions coordonnées entre l'administration américaine et les Européens. Donc, ça paraîtra peut-être un peu plus cohérent, mais sur cette question-là précise, j'ai pas le sentiment, vraiment, j'ai pas vraiment le sentiment. Mais ce qui est sûr, c'est que côté russe, c'est pas quelque chose qui semble les effrayer, en tout cas au niveau du pouvoir. Très clairement, Vladimir Poutine l'a dit dans son laïus hier soir. Il explique que les sanctions, de toute manière, il y en aurait eu, on nous aurait inventé des raisons de nous en mettre. Puisque le fond du problème, ce n'est pas le comportement de la Russie, c'est la guerre économique qu'on livre à la Russie pour entraver son développement économique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est puissamment ancré dans le logiciel d'une grande partie des élites politiques et militaires, c'est que voilà, il y a une volonté d'entraver le développement de la Russie. Alors qu'il y ait un volet guerre économique, ça me paraît à peu près évident dans ces sanctions, ça c'est sûr. Mais il y a même, visiblement, Vladimir Poutine a trouvé des vertus à ces sanctions, expliquant que ça va permettre de localiser plus de choses, de savoir-faire, d'être plus autosuffisant et d'être moins dépendant et vulnérable à l'égard de l'extérieur, principalement de l'Occident et des partenaires commerciaux, des partenaires occidentaux. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Igor, j'irais même plus loin en disant qu'il y a certains segments des élites russes qui souhaitent des sanctions, parce qu'elles souhaitent un pays fermé. Ça, c'est très vrai. Question justement là-dessus, l'impact négatif sur la valeur du rouble et la chute de la bourse de 20% peuvent-ils être un frein à une escalade armée? Non, encore une fois, d'abord les mouvements sont sensibles, mais on n'est pas dans l'effondrement pour l'instant. Alors, la bourse de Moscou un petit peu, le rouble non. 4-5%, c'est significatif, mais d'abord, ça bouge d'heure en heure. Le rouble reprend 2%, repère 2%. On n'est pas dans un scénario d'effondrement absolu qui remettrait en cause les équilibres macroéconomiques de la Russie, à ce stade en tout cas, avec ce qui est anticipé en termes de sanctions. Donc, la question, c'était… La question, je l'ai oubliée. La réaction de la bourse. Oui, la réaction de la bourse. Est-ce que ça va être… Oui, un frein, un facteur d'opération. Voilà. Je ne crois pas. C'est pas ça qui… ce n'est pas la bourse de Moscou. Enfin, le comportement de la politique de Poutine ne sont pas indexés sur la bourse de Moscou. Ouais. Mais d'ailleurs, sur la réaction de la bourse, juste une petite parenthèse, il me semble que quand le baril avait dévissé, pour des raisons tout à fait qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine, encore là, en 2020 et surtout en 2015, la réaction de la bourse avait été beaucoup plus violente que ce à quoi on assiste depuis quelques heures. Mais on n'a pas encore le dénouement des sanctions. Donc… Juste un chiffre pour illustrer, je dirais, le confort macroéconomique actuel de la Russie. À tort ou à raison, mais aujourd'hui, compte tenu du prix du baril qui vient d'atteindre cet après-midi $100 et du rouble qui justement s'est un petit peu déprécié et qui est à 80 pour $1, les recettes de l'État russe n'ont jamais été aussi élevées. Les recettes comme les dépenses de l'État russe sont libellées en roubles. Aujourd'hui, le baril de brut coûte 8 000 roubles, alors qu'il est à plus de 4 000 dans le budget. Donc, les rentrées d'argent sont colossales. La Russie n'est pas aux abois financièrement. On n'oublie jamais que la Russie n'a pas de dette, ou presque pas de dette, 15-17% du PIB. Et ça fait partie, alors certains diront que ça fait partie des signaux inquiétants, justement. La Russie s'est préparée depuis 2014 à un choc extérieur en accumulant des réserves de change gigantesques, en commençant en tout cas à limiter son exposition extérieure, et c'est quelque chose qui va se poursuivre. Mais la forteresse Russie, elle est aussi aujourd'hui financière. Et donc, je ne pense pas que ces craintes fassent partie des facteurs de modération possibles de la direction russe. Nord Stream va-t-il être inclus dans la première salve des sanctions européennes ou américaines d'ailleurs?
C'est un peu différent apparemment. Il y a eu une déclaration en début d'après-midi de la part du chancelier Scholz indiquant que le processus de certification du tube serait arrêté et que le projet serait reconsidéré. Ce qui ne veut pas dire apparemment qu'il est enterré. Mais il y a là une suspension, sans doute pour quelques semaines, mais plus vraisemblablement pour quelques mois. Après, là aussi, on sort de l'hiver. Donc les tensions sur le marché gazier sont sans doute, pour quelques semaines en tout cas, un peu moindres. Mais la question des équilibres du marché gazier européen, elle reste posée. Et la question qui se posera dès qu'il faudra reconstituer les réserves durant l'été, donc en principe, eh bien c'est est-ce qu'on est prêt à payer le double ou le triple du prix normal? Est-ce que le consommateur européen est prêt à payer ce prix-là? Et est-ce que les gouvernements des pays de l'Union européenne, qui sont diversement exposés en réalité, sont prêts à assumer ce risque? Peut-être en France parce que les élections seront passées. Enfin, on voit, on a le souvenir des Gilets jaunes n'est pas si éloigné que ça. Donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut en réalité se passer ou pas du Nord Stream 2? Encore une fois, tout dépend du prix politique et économique qu'on est prêt à payer ou à faire payer à ses citoyens. Et quid des contre-sanctions russes, titane, cobalt, c'est possible? Et palladium. Et palladium, absolument. Je pense que ce sera envisagé sur la table si les choses vont très loin côté occidental. C'est vraiment des sanctions de dernier recours avant la guerre tout court. Donc, c'est pas sur la table, mais ça fait partie des choses qui devraient être, en tout cas, dans la réflexion de tous les décideurs, quels qu'ils soient. On nous pose un certain nombre de questions sur l'impact des sanctions sur le business français en Russie. Alors, là, je vais y répondre effectivement si tu veux bien, Arnaud. Bon, il est très difficile, bien évidemment, de comprendre quel va être l'impact tant qu'on n'a pas vu en détail les sanctions. Il faut que vous sachiez qu'en tant que chambre de commerce, on discute beaucoup avec le Quai d'Orsay, Bercy, l'ambassade de France, en leur faisant part de nos craintes et en leur expliquant effectivement quel pourrait être l'impact si jamais on sanctionnait un certain nombre de personnes qui travaillent avec nous. Donc, c'est un dialogue qu'on a, je vais dire quotidiennement, mais quasiment quotidiennement avec tous ces organismes en ce moment. Donc, j'espère que les sanctions seront dans un premier temps suffisamment modérées pour que l'impact sur le business français le soit aussi. Mais on vous dira ça après avoir vu les sanctions européennes et ce qu'elles vont être. Dire qu'il n'y aura pas d'impact, c'est pas possible. Mais on espère tout de même qu'elles seront suffisamment modérées dans un premier temps, qu'elles concerneront plus Lugansk et Donetsk que nos entreprises. On va en rester là. On a posé à peu près toutes les questions. On vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, nous referons, dès que ce sera nécessaire, nous referons un Zoom avec vous. Vous dire quand, je n'en sais rien, le plus tard possible. Voilà. On ne voudrait surtout pas vous revoir dès demain. Mais merci infiniment, merci de nous avoir écoutés. Ce sera enregistré et vous pourrez le réécouter à nouveau si vous avez des soirées de libre ou à perdre. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir.